Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, il faut d'abord replacer dans son contexte cette visite d'aujourd'hui. Elle survient juste après les négociations en Floride, à Miami, entre les délégations ukrainiennes et américaines. Et selon plusieurs sources, selon plusieurs médias, ces négociations ont été quelque peu avortées. Elles n'ont pas abouti à grand-chose, que ce soit sur la question des territoires ou, par exemple, la question de l'adhésion à l'OTAN de Kiev. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut donner plus de crédit pour parler de cet après-midi au Kremlin? Oui, évidemment. Je crois que malheureusement, la visite des émissaires de Kiev à Washington n'a pas éclairci beaucoup la ligne de paix. En revanche, aujourd'hui, cette visite est très importante. D'abord parce que Steve Witkoff a l'entière confiance de Donald Trump et qu'il connaît très bien le dossier, mais aussi parce qu'il est accompagné, c'est la première fois, de Jared Kushner, qui lui aussi est très proche de Donald Trump et qui a toute sa confiance. Et ça montre l'importance donnée à cette rencontre avec Vladimir Poutine pour arriver à définir un plan de paix qui serait acceptable compte tenu des refus ou du moins des reculades de la part de la délégation ukrainienne il y a quelques jours. Donc, qu'est-ce qu'on a en plus? On a Jared Kushner qui est présent à la table des négociations. Ça, c'est un élément nouveau. On sait par ailleurs que le plan de paix initialement proposé par la partie américaine, il a été amputé de plusieurs points. Paraît-il, il n'en reste plus que 20. Ces points ont été revus avec la partie ukrainienne, mais pas encore avec la partie russe. C'est bien ça? Et oui, c'est ça. Et je pense qu'il est à attendre évidemment que cette revue des points restants du plan américain va évidemment poser problème avec sans doute des fins de non-recevoir ou des lignes rouges qui auront été placées là par la délégation ukrainienne. Mais si Jared Kushner est de la partie avec Steve Witkoff, il y a fort à parier qu'un appel téléphonique serait tout à fait possible entre Donald Trump et Vladimir Poutine durant ces négociations pour accélérer les choses. Maintenant, toute la question, c'est quelles sont les marges de manœuvre des Ukrainiens et des Européens, puisqu'on l'a vu lundi, Volodymyr Zelensky était à Paris à nouveau pour rencontrer Emmanuel Macron, qui a redit combien les Européens comptaient jouer un rôle dans ce processus de paix. Est-ce que justement, ce n'est pas les Européens qui réduisent un petit peu aujourd'hui ces marges de manœuvre dont vous venez de parler? Ursula von der Leyen qui parle d'un progrès entre les leaders de l'Union européenne et de Zelensky pour la paix. Elle ne parle pas de Washington, elle ne parle pas de Moscou. Est-ce que là, on parle des progrès au niveau des garanties de sécurité, d'autres progrès? Est-ce que c'est l'Europe qui a réellement un plan de paix entre ses mains, ou c'est l'Europe qui ne fait que gêner ces efforts américains? Je crois que l'Europe ne gêne pas les efforts américains. L'Europe vit dans une bulle, en fait, et Vladimir Poutine l'a très bien dit en disant qu'ils ont choisi de se sortir du processus de discussion. On se rappelle des mots de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, qui disait vouloir refuser de répondre au téléphone à Sergueï Lavrov, son homologue russe, si jamais celui-ci venait à l'appeler. Donc il y a une volonté de ne pas dialoguer avec les Russes qui n'arrange pas les choses. Et donc évidemment, les Européens discutent avec les Ukrainiens et ils sont d'accord. Il y a quand même une question où ils ne sont pas tous d'accord, les Européens, c'est sur la saisie des avoirs russes gelés en Europe. Puisqu'il y a là un problème de droit international et de problème de crédibilité de la zone euro. Et ça doit être aujourd'hui, je pense, une des discussions importantes de la part des partenaires européens sur ces garanties de financement de la suite pour l'Ukraine via ces fonds russes, à savoir si c'est possible compte tenu de certains partenaires européens qui sont tout à fait contre cette solution. Volodymyr Zelensky, lui, était en Irlande cet après-midi. Alors d'ailleurs, faudrait savoir s'il va attendre Steve Witkoff peut-être pour une escale cette nuit là-bas pour savoir ce qui a été dit entre les murs du Kremlin. Mais en tout cas, le dirigeant ukrainien qui parle d'une possible décision de sa part d'aller voir Donald Trump dans les prochains jours si les négociations entre Poutine et Witkoff aboutiraient à quelque chose. C'est pas un peu arrogant de sa part compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve réellement? C'est pas Volodymyr Zelensky qui appuie ce processus. L'initiative était toujours américaine jusqu'ici. Bien sûr, l'initiative est américaine et sans le soutien américain, l'Ukraine aurait déjà arrêté l'effort de guerre depuis longtemps. Donc c'est un peu déclaratif, c'est de la communication, comme 80% de ce que fait Volodymyr Zelensky, mais il veut toujours essayer de montrer qu'il est
important que les Ukrainiens aient leur mot à dire dans cette discussion. Et les Européens appuient d'ailleurs cette ligne de laisser les Ukrainiens décider sur ces accords de paix qui peinent à venir parce que, encore une fois, les questions qui fâchent sont celles des concessions territoriales et bien sûr ce rapprochement de l'OTAN d'une façon ou d'une autre avec cette coalition des volontaires qui enverrait des troupes au sol en Ukraine pour garantir la sécurité ukrainienne. Alors je voudrais m'attarder maintenant ensemble sur une citation, elle est toute fraîche, toute récente, c'est celle du ministre des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, qui parle des concessions irrévocables que devra faire Kiev pour arriver à un accord de paix finalement. Est-ce que c'est un signe d'une approche plus réaliste qui s'installe en Europe? Est-ce que Emmanuel Macron, lui, oui. peut dire cela un jour? Est-ce qu'il peut se mettre dans la même rhétorique, dans le même temps? Vous savez, Emmanuel Macron sera bien obligé à un moment de faire aussi face au réel. Et si aujourd'hui il utilise l'Ukraine pour redorer son blason à l'international et aussi dans les sondages nationaux où il est très faible, la réalité est tout autre. Et évidemment, si les Allemands commencent à être sur cette ligne, qui est la ligne américaine, et qui sera la ligne de raison, je pense, dans les négociations à venir, je ne vois pas comment les Européens pourraient s'y opposer. Mais encore une fois, c'est Volodymyr Zelensky et le camp ukrainien qui aura le dernier mot et qui pourra dire oui, nous acceptons de faire des concessions et sur le long terme pour assurer une paix durable dans la durée. Or là, aujourd'hui, on voit bien que ça reste un point d'achoppement, ces concessions territoriales, comme les garanties de sécurité de la part des Européens. Le président russe, lui, aujourd'hui, a clairement indiqué que la réalité sur le terrain, couplée au succès de l'armée russe, ne permet pas à l'Europe de dicter ses conditions aujourd'hui et surtout de continuer à menacer Moscou de guerre à l'horizon 2029, parce qu'on sait que beaucoup de dirigeants européens en parlent actuellement. Alors, qui sape ces négociations aujourd'hui? Clairement, Bruxelles, qui essaye de faire durer d'une façon ou d'une autre, avec cette idée de fonds européen de défense, où l'Ukraine serait une sorte de machine à faire acheter des armes ou à en produire du moins. L'OTAN aussi qui joue un double jeu avec cet OTAN plus qui serait un OTAN sans l'OTAN où l'Ukraine aurait quand même un strapontin d'une certaine façon. Et Emmanuel Macron évidemment qui est systématiquement qui fait des annonces à contre-courant là où on pourrait se dire que des accords vont être trouvés. Donc il y a beaucoup de côté européen de mauvaises stratégies de court terme, beaucoup de communication, mais encore une fois, on voit que sur le terrain, le front n'est pas en faveur des troupes ukrainiennes et que les sanctions, on parle du 20e paquet de sanctions. Maintenant, on a vu les attaques terroristes contre les flottes, soi-disant de la flotte fantôme russe, du gaz et du pétrole. La guerre pourrait continuer sur des thématiques autres, ou ce qu'appelle Emmanuel Macron la guerre hybride d'une certaine façon. Donc ce n'est pas souhaitable non plus. Donc on peut espérer qu'à un moment, les Européens agissent en adultes et arrêtent de faire cette politique de la guêpe qui tourne autour de la table et qui empêche finalement les gens de s'asseoir et de négocier. Et oui, vous venez de parler de ces attaques qui ont été qualifiées d'attaques de piraterie par le président russe cet après-midi, des attaques en mer Noire, ces attaques qui se font non seulement sur les pétroliers, mais aussi sur des bateaux tout à fait civils, transportant par exemple de l'huile de tournesol, par exemple. Voilà un récent incident en mer Noire. Et est-ce que vous pensez que dans ce contexte aussi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui parle du moment opportun aujourd'hui d'en finir avec cette guerre, est-ce que vous pensez que cette navette Witkoff-Kouchner, c'est pour longtemps? Non, je ne pense pas. Je pense que ça peut aller très vite, effectivement, si la Turquie, la Chine, l'Inde rentrent également dans les négociations et expliquent que ça suffit maintenant. L'Europe, les responsables européens n'auront pas les moyens de contrecarrer 80% de la planète en réalité. Donc maintenant, c'est vraiment une question de qui veut la paix et qui veut la continuation de la guerre. Aujourd'hui, on voit très bien que le camp européen n'est pas dans une réalité de discussion constructive pour la paix, malheureusement. Mais ceux qui veulent la paix, sont-ils plus nombreux? Juste, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont une position un peu plus réaliste aujourd'hui? Écoutez, vous avez quand même les deux plus grosses puissances militaires et nucléaires du monde qui sont en train de se mettre d'accord, la Russie et les États-Unis. Vous avez la Chine qui aussi pousse pour la paix, l'Inde.
qui l'a dit, la Turquie, qui est une force importante de stabilité régionale, qui elle aussi rentre dans la danse et explique qu'elle souhaiterait arriver à une négociation rapide. Vous avez au sein de l'Union européenne des partenaires européens comme la Hongrie et d'autres qui veulent aussi arriver à une paix rapide. Donc les Européens ne sont pas unis. Donc ça va être difficile pour Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz de se mettre d'accord à trois pour continuer les hostilités. On ne voit pas vraiment quel serait l'intérêt de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne et de l'Ukraine en particulier si on était à cette coalition des volontaires aussi faible face au reste du monde. Merci beaucoup Alexis Poulain pour votre analyse, pour ce décryptage. Je rappelle, Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne, en direct avec nous depuis Paris ce soir, comme tous les mardis sur RT en français. Merci encore à vous. Merci à vous.